Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir monsieur le professeur. Permettez-moi de saluer le président de l'Académie royale de Belgique, le professeur Willem, la directrice de la classe des lettres, le professeur Valérie André, et bien entendu le conférencier de ce soir, le professeur Jean-Noël Robert, qui intervient donc dans un cycle un peu particulier des activités du Collège Belgique qui s'intitule « Le Collège Belgique reçoit le Collège de France » puisque cette institution qu'est le Collège Belgique, vous le savez, est placée sous le haut patronage du Collège de France. Alors, nous avons ce soir, mesdames, messieurs, l'opportunité, la chance, le privilège de recevoir un grand spécialiste de l'orientalisme et un historien du bouddhisme d'une extrême importance. Le professeur Robert est diplômé de japonais de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il a été pensionnaire à la maison franco-japonaise de Tokyo et puis dans son parcours scientifique, parcours académique, il a d'abord été chargé de recherche au CNRS, puis il a été chargé de conférences et il est devenu également directeur d'études à la fameuse 5e section de l'école pratique des hautes études qui est le repère de ces grands spécialistes de l'histoire des religions. Le professeur a soutenu et défendu une thèse de doctorat ès lettres et sciences humaines en 1987 qui a mené à la publication 3 ans plus tard de ce très beau livre, Doctrine de l'école japonaise Tendai, au début du IXe siècle. Depuis 2010, le professeur est directeur de l'Institut des hautes études japonaises des instituts d'Asie du Collège de France, mais surtout, depuis le mois d'avril 2011, il est donc professeur au Collège de France et il est titulaire de la chaire de philologie de la civilisation japonaise et c'est en raison de cette chaire et de ces travaux que nous avons l'honneur de le recevoir ce soir. Alors, ces domaines de prédilection sont bien sûr le bouddhisme Tendai en particulier, et la philologie des textes, mais des textes qui sont les textes sino-japonais, sachant qu'aussi le professeur est un expert en japonologie, et notamment à ses antécédents chinois. Alors, bien sûr, le professeur a, en plus de cette carrière scientifique et carrière académique, un ensemble d'autres prédicats, si vous me permettez cette expression, qui marque toute son excellence et toute l'importance de ses travaux. Il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a été élu en mars 2006 et donc vous êtes le bienvenu également dans cette Académie royale de Belgique, et vous avez été aussi président de l'Académie en 2019. Le professeur Robert est spécialiste, évidemment, et donc membre de nombreuses associations savantes et de commissions spécialisées. Permettez-moi de ne pas toutes les citer, mais je dois juste mentionner que vous êtes membre de la Société française des études japonaises de Paris, membre de la Société asiatique. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'École française d'Extrême-Orient. Et il faut le dire aussi, parce que nous sommes dans un royaume, vous êtes décoré de l'ordre du Soleil levant, ce qui est une distinction très prestigieuse pour ceux qui connaissent le Japon. Et le professeur est étoile d'or et d'argent. Ce qui est vraiment une très haute distinction. Alors, dans vos livres, mon cher confrère, il y en a beaucoup. Je ne peux en citer que quelques-uns. Contempler le sanctuaire du cœur, le bouddhisme vu par un bouddhologue français, ouvrage qui a été traduit en japonais. Écrit en japonais et puis en français, traduit en quelque sorte en français, et qui est donc un grand livre d'introduction à cette science. Vous êtes l'auteur de la traduction française du Sutra du Lotus et vous avez aussi publié d'autres ouvrages comme les 4 courts traités sur la
Terrasse céleste, traduction, une petite histoire du bouddhisme avec laquelle je vais finir, si vous me le permettez, cette présentation. Et puis aussi, il y a les activités du professeur du Collège de France, puisque vous avez édité des travaux qui ont eu lieu dans le cadre d'un colloque au Collège de France sous le nom d'un très beau titre, Langue et sciences, langage et pensée, un ouvrage tout récent publié en 2020 aux éditions Odile Jacob. Alors, le professeur Jean-Noël Robert est avec nous pour deux conférences. La première, ce soir, est intitulée « Changement de paradigme dans la culture japonaise prémoderne ». Une conférence où nous aurons, je le suppose, pas mal d'incursions dans le domaine de la philologie. Et demain, nous aurons la seconde leçon de ce cycle. Et la leçon de demain soir, à la même heure, est intitulée « Les langues classiques et le dialogue des civilisations », un très beau titre qui nous met déjà en haleine pour demain. Alors, j'évoquais donc, chers confrères, monsieur le professeur, cette petite histoire du bouddhisme. C'est parfois très difficile d'écrire des livres de synthèse, parfois beaucoup plus difficile que d'écrire de grands ouvrages à teneur encyclopédique. Donc ce petit livre qui a été publié tout à fait en 2008, c'est ça, dans cette collection qui est toujours d'ailleurs, non, qui n'est peut-être plus dirigée par Jean Bobéro, est donc une véritable introduction très bien faite et très utile à l'histoire du bouddhisme. Et monsieur le professeur, l'ouvrage se termine comme ceci, et il me semble que c'est là un peu la marque aussi de votre carrière scientifique et de vos recherches. Je me permets de vous citer: « Rien ne remplacera bien sûr un long séjour dans un pays de culture bouddhique, qu'elle y soit dominante ou traditionnelle, la Thaïlande ou le Japon, la Corée ou la Chine. En tout état de cause, on y découvrira une autre façon de penser et de pratiquer qui ne peut qu'apporter un dépaysement bienfaisant, ainsi que le résume ce poème japonais, pour qui contemple de tout son cœur la fleur éphémère, elle est comme nous, servante au palais de Bouddha. » Eh bien, sur ces quelques mots de ce poème japonais, je vous remercie encore infiniment au nom de l'Académie royale de Belgique et du Collège de Belgique de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir, et je vous donne d'emblée la parole pour une conférence qui, comme d'habitude, sera suivie par un moment de questions, de réponses et d'observations qui seront, j'en suis convaincu, un moment de dialogue choisi avec le conférencier de ce soir. Merci infiniment et je vous donne la parole. Oui, chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, d'abord je remercie bien sûr l'Académie royale de Belgique de me faire l'honneur de m'accueillir ce soir dans ce cadre d'échange. C'est la deuxième fois, je crois, que je participe à cela, et c'est toujours un très bel événement. D'abord parce que, comme vous l'avez rappelé, chers confrères, je m'intéresse au bouddhisme, et la Belgique est un immense pays d'études bouddhiques. Je ne ferai que citer les noms de Louis de la Vallée-Poussin et d'Étienne Lamotte, et du dernier grand disciple d'Étienne Lamotte que fut Hubert Dürth, que je connaissais très bien, que j'ai rencontré à Kyoto, qui est mort il y a quelques années, et qui ont contribué à renouveler de façon extraordinaire les études bouddhiques dans le monde, au point de faire dire à un personnage, c'est une sentence qui mérite d'être relevée, parce que celui qui l'a proférée était un critique impitoyable de tous les pseudo-savants. C'était Edward Const, dont je reparlerai peut-être un tout petit peu demain, où il disait que grâce à Étienne Lamotte en particulier, le français était devenu la 4e grande langue du bouddhisme. Bon, maintenant c'est un peu, évidemment, les anglo-saxons ont rattrapé leur retard, mais pendant quelques années, et toujours maintenant, Étienne Lamotte est traduit en anglais. Les traductions d'Étienne Lamotte de textes bouddhiques sont traduites en anglais, parce qu'il n'y a rien de mieux dans ce... Alors, donc je suis toujours très ému quand je reviens
en Belgique. Et j'ai eu la chance de rencontrer Étienne Lamotte en 1977, 77. Et juste avant son départ, son premier voyage en Asie, justement, il avait fait cette œuvre immense sans quitter l'Europe. Enfin, voilà. Je voulais évoquer ce souvenir et placer en quelque sorte ces deux conférences sous le signe de ces grands anciens. Malgré la différence d'intitulé, j'espère pouvoir montrer qu'en réalité, ces deux conférences sont très intimement liées. Je vais aujourd'hui plutôt parler, comme vous l'avez évoqué, cher confrère, l'aspect de la pensée et de la religion, voire de la philosophie au sens le plus large. Et demain, j'essaierai de reprendre cela à partir du point de vue de la philologie au sens le plus large aussi, que l'on peut traduire par l'amour du bavardage, mais aussi par l'amour des langues et du discours. Et je vais montrer à quel point le japonais, la situation culturelle, philologique japonaise a pu me servir comme modèle pour examiner d'autres cultures de par le monde, et j'essaierai de terminer plutôt sur un aspect plus européen et comparé avec l'Extrême-Orient. Donc aujourd'hui, alors bien sûr, je vais devoir être très général et très rapide étant donné l'immensité de la question, mais je voudrais aborder un problème qui me semble très intéressant, c'est comment les Japonais, à l'approche du tournant occidental du 19e siècle, ont été amenés à changer de vision du monde, pour ne pas parler d'épistémé, n'est-ce pas, mais en tout cas de vision du monde, une vision du monde qu'ils avaient à peu près établie sur des bases chinoises depuis bien longtemps. Et comment, à travers l'exemple d'un personnage tout à fait remarquable et d'une école de pensée et de philologie tout à fait remarquable de la fin du XVIIIe siècle, cette révolution dans la pensée était, ce qui arrive peut-être souvent, n'était une révolution que d'apparence seulement. Comment elle mettait au contraire en avant des facteurs plus anciens en les réadaptant à une nouvelle orientation à la fois religieuse et philosophique, et même, je vais finir là-dessus presque par plaisanterie, et même technique, comme vous le verrez. Alors, pour partir de cela, évidemment, il faut partir d'une très vieille histoire que je vais résumer au galop du cheval. C'est le monde de pensée de ce que je vais appeler sans état d'âme l'extrême-orient. Les Japonais se sont toujours considérés comme l'extrême-orient de la Chine. Je reviendrai peut-être un peu sur la question. Donc, et la Chine étant bien sûr le centre du monde pour la Chine et pour les autres plus ou moins provisoirement. Donc je vais d'abord, comme vous le savez, le Japon disons n'a une culture discernable, organisée, sur laquelle on peut travailler. C'est assez difficile. Enfin, disons, à partir du 5e siècle après Jésus-Christ seulement, on trouve des apports systématiques qui vont être résumés dans deux textes. Dans deux textes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui ne datent que du tout début du 8e siècle. C'est pas donc 712 et 720, ce qui est très tardif pour nous. Après tout,
c'est l'âge des Mérovingiens, mais évidemment, ils se sont appuyés sur une tradition bien plus longue, qui est la tradition chinoise, qui est arrivée au Japon, donc à partir du 5e siècle, par l'intermédiaire de ce qui n'était pas encore la Corée, de la péninsule coréenne, qui était divisée en plusieurs royaumes, dont il n'est pas sûr du tout qu'ils parlaient tous qu'ils parlassent tous la même langue, et dont les fluctuations politiques ont causé les divers changements du début de cette histoire de ce que j'appellerais la pensée japonaise. Alors, tout récemment, j'ai reçu une petite lettre mensuelle qu'un de mes collègues japonais envoie à quelques amis, et je m'étais promis de le citer ici parce qu'il vient en quelque sorte préfacer ma conférence de ce jour, puisqu'il disait il est certain, disait-il, que l'État japonais, dont admettons que c'est quelque chose qui arrive autour du début du 7e siècle, donc un siècle avant les deux textes dont je vous parlais, l'État japonais n'a pu se constituer que sous le signe du bouddhisme. Et vous voyez, donc c'est quelque chose. Alors, je suppose que beaucoup de gens, parmi ses collègues japonais et d'autres à l'étranger, auraient à redire là-dessus, mais comme dirait les célèbres héros de Tintin, n'est-ce pas? C'est mon opinion et je la partage. Et c'est tout à fait, c'est vrai que malgré ce que je vais vous dire, ce petit préambule, le bouddhisme peut être considéré, ce que je vais essayer de montrer, comme la ligne, le fil rouge de la pensée japonaise telle qu'elle s'est développée jusqu'à cette période prémoderne et moderne. Et ce sont les fluctuations, le changement de position à l'égard du bouddhisme qui va expliquer beaucoup de choses. Mais voyons d'abord le thème général. Disons que assez tôt en Chine, alors là nous repartons, je referai demain une sorte de tableau linguistique, n'est-ce pas, pour ne pas encombrer. Mais comme vous le savez, peut-être le chinois classique a été le latin du Japon. Donc il faut penser que tous les grands textes philosophiques et historiques et littéraires faisaient l'objet d'une étude systématique au Japon, comme nous travaillions sur le latin jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas? Et en tout cas, comme le latin pouvait être en Europe jusqu'à la Renaissance et même jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, la question de la langue, au début, l'expression chinoise classique était au centre. Donc, tout ce dont je vous parle maintenant était en chinois classique, bien que ce soit transmis au Japon. Et assez rapidement en Chine, et en tout cas à l'époque où ces doctrines se sont transmises au Japon, donc je vous dis, disons du 6e au 7e siècle, et puis après bien sûr, on était d'accord sur donc l'ensemble de l'Extrême-Orient pour dire que les visions du monde, la pensée se répartissait en 3 systèmes de pensée, en 3 doctrines, en 3 enseignements, en 3 voies, n'est-ce pas? Les Chinois, enfin c'est la même chose en chinois et japonais, il y a simplement une différence de prononciation, comme vous le voyez bien ici. En chinois, Sanjia, en japonais, Sankyo. Donc les 3, littéralement, enseignements. Et pour le résumer très brièvement, vous avez d'abord la pensée de Confucius, c'est pas qui est un terme qu'il ne faudrait plus employer maintenant parce que ça serait le symbole de la mainmise de l'Occident, mais c'est aussi la façon dont les Occidentaux ont mis Confucius au niveau d'un philosophe, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas si critiquable que cela. Et donc la doctrine de Confucius, donc telle qu'elle s'est développée à partir d'un personnage historique que je vous donne. Alors je n'ai malheureusement plus mon excellent assistant et doctorant Arthur de France qui me préparait de somptueux diaporamas, et j'ai bricolé tout cela moi-même à partir de petites choses de l'internet. Alors je demande votre indulgence, c'est simplement pour ne pas trop vous ennuyer avec mes propos, que vous puissiez regarder quelque chose qui vous distrait au moins. Donc voici
une vision traditionnelle de Confucius. On trouve ce genre d'illustration vraiment tout à fait tout au long de l'histoire extrême-orientale. Donc Confucius, dont quelques-unes des œuvres, et en particulier les entretiens de Confucius, qu'on appelle aussi les analectes, a été le livre de chevet de tout l'Extrême-Orient jusqu'à maintenant. Et depuis vous savez que la Chine maintenant développe dans le monde, à l'instar des instituts Goethe par exemple, les instituts Confucius, depuis depuis quelques années, Confucius est redevenu un symbole de la civilisation chinoise. Donc Confucius, qui est un penseur très intéressant et qui est, je parle très simple, j'exagère, n'est-ce pas, mais c'est simplement pour souligner, disons qu'on peut se contenter de Confucius comme d'un maître de la vie sociale. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a très souvent considéré, même en Extrême-Orient. Et il le dit lui-même, n'est-ce pas, je ne connais déjà pas les hommes, alors ne me demandez pas de vous parler des dieux, des génies. Donc il y a une sorte de refus qui va bien sûr se moduler au cours des siècles, mais disons le principe de base est là, si bien que Confucius, quelle que soit l'environnement idéologique, peut être récupéré d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si lors de la révolution culturelle en Chine, dans les années 66-77, l'un des préceptes de base, c'était critiquer Lin Piao et critiquer Confucius, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons des instituts Confucius partout. Donc, ça montre bien que Confucius peut être récupéré. Il y a d'ailleurs une très belle étude sur les différentes façons dont Confucius a été remis au goût du jour en Chine, à la fois dans le domaine religieux, dans le domaine philosophique et dans le domaine social. Donc Confucius est, si vous voulez, quelqu'un dont on peut s'accommoder. Ensuite, oh là là, oui, c'est un peu. Ensuite, donc vous avez celui ici le deuxième de la liste, Lao Tzu, n'est-ce pas, Roshi en japonais, littéralement. Alors il y a plusieurs façons de comprendre, mais très souvent on l'a compris dans le monde chinois comme le vieillard enfant, le Senex Puer, n'est-ce pas, ou Puer Senex, puisqu'il était censé être né après être resté 60 ans dans le sein de sa mère, ce qui est et Lao Tzu, alors depuis toujours, n'est-ce pas, si vous voulez, l'antagonisme chinois était entre Confucius et Lao Tzu. Lao Tzu est considéré comme légèrement antérieur à Confucius, et il y a une célèbre anecdote chinoise qui a été répétée au cours des siècles, l'entrevue de Lao Tzu et Confucius, Confucius sortant de cette entrevue un peu démoralisé en disant voilà, comment peut-on décrire le dragon qui vole dans le ciel, n'est-ce pas? Donc pour montrer et dans la vision du monde chinois, Lao Tzu était considéré comme l'opposé de Confucius, mais l'opposé qui pouvait être l'opposé au sens social, mais l'arrière-plan de Lao Tzu. Je peux vous rappeler une petite anecdote que j'ai d'un très vieux lettré chinois que j'ai connu quand j'étais très jeune et qui nous parlait de son grand-père, donc ça, vous voyez, et qui nous disait que son grand-père, qui avait été encore fonctionnaire du palais impérial de Pékin, n'est-ce pas, était un Confucius absolument pur et dur, et lorsqu'il est mort, la famille s'est permis quand même de ranger ses affaires, son studio, son bureau, n'est-ce pas, et dans son bureau il y avait une petite pièce derrière, et alors dans le bureau où pouvaient entrer les gens, il y avait toutes les œuvres confucianistes au sens le plus large, et dans le bureau de derrière, il n'y avait pas sa collection de vidéos de Mickey Mouse, mais des œuvres taoïstes. C'est-à-dire que et Lao Tzu étant évidemment le père du système dit taoïste donc vous voyez que là il n'y a pas d'antagonisme, mais plutôt une différence de dimension.
Et ça, c'est très important pour la suite de notre histoire. Et puis, alors donc, vous aviez cette espèce de tandem de pères, Confucius, Lao Tzu, qui a été très opérationnel, si j'ose dire, jusqu'aux environs des tout débuts de l'ère chrétienne, disons 2e, 3e siècle après Jésus-Christ en Chine. Et puis est arrivé l'outsider, en quelque sorte, quelqu'un qui a une doctrine plutôt que quelqu'un qui a bouleversé la vision du monde chinoise et par conséquent du reste de l'Extrême-Orient, c'est le bouddhisme qui bien sûr est né en Chine et est arrivé en Chine. Comme vous le savez, si vous voulez animer un dîner le soir, vous lancez la question de la date de naissance et de nirvana du Bouddha, n'est-ce pas? Parce que vous avez tout est possible. Et maintenant, on est encore beaucoup plus radical dans le rapprochement de notre ère. Alors, disons que ça évolue entre 1500 avant Jésus-Christ à 200 ou 300 avant Jésus-Christ. Gardons, après tout, pourquoi pas excusez-moi, ce fameux philosophe allemand qui parlait de l'âge axial. Vous savez, donc, c'est vrai qu'on peut considérer que le Confucius, Lao Tzu, le Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha historique, appartiennent à une sorte d'âge où, en effet, les idées ont été beaucoup remuées. Enfin, en tout cas, c'est une vision, encore une fois, intéressante de les mettre plus ou moins contemporains. Mais le Bouddha Shakyamuni, donc, qui s'exprimait dans une langue qui n'était pas du tout le chinois, bien sûr, c'était une langue qui n'était pas le sanskrit non plus, d'ailleurs, mais alors, les travaux de Lamotte nous ont beaucoup éclairé là-dessus, sans résoudre tout à fait la question, mais il parlait certainement un dialecte du nord de l'Inde qui n'a pas été conservé dans l'État, mais qui s'est conservé sous plusieurs formes, en particulier dans la langue pali et après en sanskrit. Le sanskrit étant plus tardif lorsqu'il s'agit du bouddhisme. Et à partir de cette langue sanskrite qui n'a absolument rien à voir avec le chinois, c'est ça qui est absolument extraordinaire, n'est-ce pas? C'est qu'on a l'air de considérer comme allant de soi que les Chinois et les Japonais soient bouddhistes et étudient les écritures bouddhiques, mais il n'y a pas... Le sanskrit est une langue, pour ceux qui ont fait du grec et du latin, le sanskrit est une langue non pas familière, mais la structure est tout à fait... Nous sommes en terrain connu, n'est-ce pas? Vous avez des déclinaisons, des conjugaisons, des genres, des choses comme ça. Rien de tout cela en chinois. Si bien que l'un des grands faits intellectuels, je pense, de l'histoire de l'humanité, pour moi, est l'immense travail de traduction des doctrines bouddhiques en langue chinoise, une langue chinoise qui était déjà philosophiquement constituée avant cela, n'est-ce pas? N'oubliez pas, donc depuis le 5e siècle, et même avant, jusqu'au 7e siècle, il y avait déjà toute une pensée chinoise. D'ailleurs, au point que quelques spécialistes modernes de la pensée chinoise font comme si le bouddhisme n'avait pas existé en Chine, et ne parlent que de ces penseurs non bouddhiques. C'est un peu comme si on faisait l'économie de la pensée chrétienne dans l'histoire de la philosophie occidentale. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, le Bouddha Shakyamuni qui apporte une vision du monde tout à fait différente et surtout une vision du monde qui va, alors comme je vous l'ai dit, et vous allez voir, ça va constituer un peu le fil de notre histoire. Confucius s'occupait avant tout, disons, de l'ordre social. Je simplifie, mais c'est cela. Lao Tzu, il y a eu des mouvements anarchiques chinois, anarchiques au sens moderne chinois au XXe siècle, qui soit certains se réclamaient de l'anarchisme occidental, mais toute une partie, tout en se réclamant de l'anarchisme occidental, reprenait les doctrines de Lao Tzu et de son grand disciple Chuang-Tzu, montrant que c'était en quelque sorte des précurseurs de l'anarchisme. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous dire à quel point Lao Tzu était opposé, différent de Confucius dans ce sens. C'était donc l'ordre social d'un côté et
la fuite du monde de l'autre. Et autant pour l'idéal de Confucius, c'était ce qu'il appelle, ce qu'on peut traduire par le gentilhomme, le prud'homme, le sage, n'est-ce pas, le Junzi, qui est la personne parfaitement incorporée dans la société, qui ordonne sa famille, en ordonnant sa famille, ordonne la proximité, la cité, si vous voulez, et au-delà de la cité, ordonne le royaume, n'est-ce pas, les trois dimensions sont relevées. Chez Lao Tzu, et je ne pense pas... Ah si, oui, j'ai mis... Lao Tzu, vous voyez, c'est la dernière étape de sa vie, enfin c'est légendaire aussi, mais la dernière étape de la vie connue de Lao Tzu, il monte sur son buffle et il s'en va vers la passe de l'Ouest, c'est-à-dire il quitte la Chine, dégoûté de ce monde, de ce monde, on pourrait dire matérialiste. Donc l'idéal humain pour Lao Tzu, c'est ce qu'on appelle l'immortel, Xianzhen. Vous allez voir, ça va retomber, ça va revenir à la fin enfin si j'y arrive, à la fin de cette conférence. Le Xianzhen, c'est un homme qui a pratiqué, et des femmes aussi. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a aussi des immortels L et des immortels 2L. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce sont donc des gens qui pratiquent pour sortir du monde, mais pas pour aller dans une autre dimension. Ils habitent en quelque sorte dans des marges de notre monde. Ils acquièrent des pouvoirs extraordinaires, mais ce sont des gens qui ont réussi, leur pratique. Et puis, avec le Bouddha Shakyamuni, donc le fondateur du bouddhisme dont je vous parlais tout à l'heure, là, on sommes dans une toute autre vision du monde, où notre monde ne constitue qu'une un tout petit fragment d'une immense histoire qui commence dans un passé immensément lointain et qui se poursuivra dans un avenir et dans un futur au sens grammatical tout à fait lointain aussi. Et d'ailleurs, je fais exprès de parler de futur au sens grammatical parce que l'une de mes marottes est de montrer que la notion des trois temps, qui est pour nous qui va de soi, n'est-ce pas, enfin, malgré les travaux de certains physiciens, mathématiciens, donc le livre de Rovéry, par exemple, m'a beaucoup frappé à ce sujet, mais donc les trois temps, le passé, le présent et le futur, qui vont de soi pour nous, qui vont de soi aussi en Chine et au Japon. Cette vision n'existait pas avant l'introduction du bouddhisme en Chine. Et n'est-ce pas, on ne trouve pas de texte où l'on fasse mention des trois temps avant l'introduction du chinois. Donc, l'introduction du bouddhisme. Et donc le bouddhisme apporte une sorte de vision, on pourrait dire, transcendantale du monde. Le monde est quelque chose à dépasser. Et le poème que vous avez cité tout à l'heure, cher confrère, montre bien l'évolution de la pensée japonaise qui n'arrive pas à se détacher, qui ne veut pas se détacher tout à fait du monde et qui le revalorise. Mais disons, la base est là. Il faut quitter ce monde. Il faut quitter ce monde qui est un océan de douleur, n'est-ce pas, de souffrance, comme dit l'expression sino-japonaise, pour arriver à un autre état. Alors l'idéal du bouddhisme, c'est de devenir Bouddha. Si on n'arrive pas à être Bouddha, on peut devenir Bodhisattva, c'est-à-dire un être qui est promis à l'état de Bouddha et qui reste dans le monde pour faire du bien aux êtres, pour le bienfait des êtres. C'est quelque chose que l'on va retrouver tout à l'heure. Et alors, dans tout cela, voici donc ces trois religions, ces trois voies étaient la voie chinoise, n'est-ce pas, arrivée en Chine et arrivée au Japon entre 500 et 700, si vous voulez, et elle se heurte à une quatrième voie qui est la voie des dieux. C'est un terme qui est arrivé plus tard, mais enfin qui naît quand même déjà autour du 8e siècle. La voie des dieux, on utilise encore le même mot de voie, mais cette fois pour désigner des entités japonaises qui sont les dieux et les divinités du Japon, les kami japonais, qui sont des entités tout à fait
énigmatique, c'est-à-dire que je vous donne ici les titres de ces deux grands ouvrages japonais du début du 8e siècle dont je vous parlais, qui consignent en quelque sorte la mythologie traditionnelle des Japonais et qui va être aussi le contre-pouvoir, n'est-ce pas, le contre-pouvoir idéologique des penseurs japonais contre ces trois doctrines, enfin contre à l'égard de ces trois doctrines. Et il y a une mythologie japonaise avec une personnalisation des dieux tout à fait évidente, n'est-ce pas? Vous avez, je vous donne ici, ce sont des gens, des idéaux très connus, n'est-ce pas? Je vous parle le couple primordial Izanagi et Izanami qui ont créé le Japon en quelque sorte. L'un de leurs enfants, qui est la déesse solaire Amaterasu, et son frère Susanoo, dont je vous parlerai dans un instant. C'est ce couple de frères et sœurs qui deviennent aussi les procréateurs indirectement du peuple japonais. Vous savez que on a souvent comparé leur histoire au mythe d'Orphée, parce qu'il nous donne une représentation assez intéressante de l'autre monde. Pour le Shinto, donc pour la religion japonaise, l'autre monde n'existe quasiment pas. Pour reprendre un terme d'un penseur japonais bien plus postérieur, c'est obscurité et pourriture. Donc là, d'un certain côté, il retourne aux doctrines de Confucius. Ce qui importe, c'est ce monde, c'est notre monde et pas le monde. Et pas l'autre monde, n'est-ce pas? Ce qui va faire le problème auquel je vais arriver tout à l'heure. De l'autre côté, avec Amaterasu, la déesse du soleil, donc vous avez cette fameuse, je vous donne ici cette fameuse, j'espère qu'on le voit bien, oui, enfin, cette fameuse légende, n'est-ce pas, Amaterasu, qui est la déesse du soleil, qui s'est cachée, justement, très fâchée d'espièglerie, si l'on peut dire, de son frère Susanoo, et qui réapparaît pour illuminer le monde, et en particulier le Japon. Le frère de Amaterasu, je le nomme ici, non pas parce qu'il était le modèle même du comment dirait-on, du trickster, comme on dit dans les études folkloriques, c'est pas celui qui l'empêcheur de tourner en rond, mais il est très intéressant pour un coup de génie de ces compilateurs des deux livres dont je viens de vous parler, c'est lui qui fait le premier poème classique japonais, le premier poème classique de facture classique, c'est-à-dire exactement poème de 31 syllabes. Les poèmes japonais sont en général très courts, ils font 31 syllabes de 5 vers, donc divisé en 5 vers, 5, 7, 5, 7, 7. Vous voyez, c'est extrêmement court, c'est encore plus court que les poèmes courts chinois. Et le premier modèle, donc en japonais, consigné dans ces deux livres qui sont rédigés en chinois, eh bien, ça va en quelque sorte sacraliser la langue japonaise. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres cultures autour de la Chine, n'est-ce pas? Ces rédacteurs japonais ont dès le début imposé. Alors au début, ça n'a l'air de rien, mais les conséquences vont être tout à fait importantes jusqu'à l'époque qui nous intéresse. Donc vous voyez, le Amaterasu, son frère Susanoo, Amaterasu, la déesse solaire, et Susanoo, le poète, si l'on peut dire. Oui, ça c'est encore Susanoo. Alors là, je vous donne une image typique du Shinto, n'est-ce pas, le torii, n'est-ce pas, et je vous donne cette image parce que ça va vous montrer un aspect, là aussi je parcours l'histoire au galop, n'est-ce pas? Le Shinto n'a pas de doctrine. Il est très intéressant de voir dans les recueils de poèmes japonais les plus anciens, vous avez des poèmes qui sont appelés poèmes pour le délassement des dieux, pour le plaisir des dieux. Et ce sont des poèmes extrêmement simples qui en particulier, vous voyez, chante les branches de Sasaki, n'est-ce pas, cet arbre dont les rameaux sont agités devant les sanctuaires des dieux Shinto. Les sanctuaires eux-mêmes peuvent être situés dans un monastère bouddhique ou à côté d'un monastère bouddhique, et ils constituent une sorte de prolongement ou d'implantation géographique dans le paysage japonais. Donc,
à part cette mythologie dont je vous ai parlé, vous n'avez pas de doctrine spéciale sur disons, l'ontologie l'essence des dieux, etc. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que les deux, le bouddhisme d'un côté et le shinto de l'autre, vont peu à peu, au cours de ce qu'on peut appeler le Moyen-Âge japonais, c'est-à-dire du Xe siècle au XIIe, disons de l'an 1000 à l'an 1300, à peu près, va se constituer une sorte d'osmose, de symbiose, de syncrétisme, si l'on veut, entre les Bouddhas et les dieux japonais. C'est ce qu'on appelle l'assimilation des entités bouddhiques, soit aux divinités japonaises, en japonais Shimbutsu Shugo, et c'est défini par plusieurs termes japonais, dont vous voyez tout de suite qu'ils sont très parlants. Le lumineux, qui s'adoucit et s'identifie à la poussière. Le lumineux, ce sont les Bouddhas et les Bodhisattvas. La poussière du monde, donc c'est la poussière du monde phénoménal japonais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette expression est chinoise d'origine et elle se trouve dans Lao Tzu. N'est-ce pas? Vous voyez, elle a été d'abord récupérée par un penseur chinois du VIe siècle, et ensuite elle est devenue le symbole de ce qui se passe au Japon. Vous voyez comment les doctrines peuvent être récupérées et réactualisées. Et l'autre, la dernière expression tout à fait intéressante, c'est la base foncière et les traces descendues, ce que je traduis par le foncier et le vestigiel. La base foncière, la base ultime, ce sont les Bouddhas et les Bodhisattvas qui donnent des avatars, n'est-ce pas, qui sont les divinités japonaises. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, c'est tellement métaphysique que c'est pas pour les Japonais, qui ne sont pas métaphysiques, et ils ont décidé donc, pour se mettre à la portée des Japonais, de s'émaner, en quelque sorte, sous la forme de cette divinité japonaise. Et pour faire rapidement le tour de ça, l'un des grands Bouddhas, parce qu'après le Bouddha historique Shakyamuni, le bouddhisme a créé une immense structure universelle, n'est-ce pas? Vous avez un Bouddha pancosmique, si l'on peut dire, qui s'appelle Mahavairochana, littéralement le grand solaire, le grand illuminateur, et que l'on a assimilé à la déesse solaire Amaterasu. Donc vous voyez, on a mis les deux ensemble. Donc le plus grand Bouddha du bouddhisme devient la base réelle de l'émanation de la déesse solaire dont on parle depuis le tout début de l'histoire japonaise, au point que même alors je vous donne ce jeu de mots japonais qui s'est fait. En deuxième ligne, vous avez Dainihon Koku, le grand royaume, le grand empire japonais. Si vous mettez un symbole du génitif au milieu, vous avez brusquement Dainichi no Hongoku, qui veut dire donc le royaume originel du Bouddha Mahavairochana. Vous voyez, enfin, c'est pour vous dire à quel point tout ça s'est emmêlé au Japon. Alors, j'arrive peu à peu à la moitié de la discussion. Je pense que l'époque d'équilibre parfait, c'est autour de l'an 1000, avec, alors là ce sont quelques idées personnelles, mais je pense qu'elles sont suffisamment étayées pour que je puisse les dire sans avoir l'impression de vous induire en erreur quand même. Tout le monde connaît le grand roman japonais de l'an 1000 qui a été traduit en français sous le titre du Dit du Genji, n'est-ce pas, le Genji Monogatari, qui est l'œuvre d'une grande romancière qui s'appelle Murasaki Shikibu, dont on ne connaît pas le nom exact. Elle est appelée par le nom de son héroïne, n'est-ce pas? Pardon, je n'ai pas entré là-dedans. Et je vous donne ici cette belle photo d'un temple japonais bouddhique qui s'appelle l'Ishi Yamadera, qui est entre Kyoto et le lac Biwa, où cette romancière, Murasaki Shikibu, est censée avoir commencé son roman, n'est-ce pas, dont on a fêté en 2008 le millénaire. Bon, la date de 2008 est un peu arbitraire, mais le millénaire, en tout cas, qu'il était écrit entre 1000 et 1010, est certain, n'est-ce pas? Enfin, autant aussi certain que les choses puissent l'être en ce bas monde.
Et je vous donne ici, enfin pour vous montrer, c'est pas très c'est une dans ce monastère même, on a mis cette statue de bronze où l'on voit la romancière appuyée sur son écritoire, n'est-ce pas, en train de faire ce roman. Ce roman est extraordinaire, vraiment. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, alors la traduction française est un peu difficile à lire, mais vous pouvez peut-être la lire en anglais. Je vois quelqu'un qui opine du chef, mais vous pouvez le lire en anglais, par exemple, la merveilleuse traduction et réinterprétation de Arthur Waley. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en réalité, ce roman est imprégné de bouddhisme. Alors, non pas seulement de bouddhisme, parce qu'il décrit la cour de l'époque, et la cour était bouddhique, bien sûr, mais il y a une structure qui montre bien que la romancière, et on le sait aussi par ses écrits plus intimes, elle a tenu un journal intime où l'on voit bien, était profondément bouddhique. Et la structure de ce roman dissimule une vision bouddhique du monde, et d'ailleurs, ce qui est exemplifié dans cette très belle scène d'un no japonais, c'est d'une pièce de théâtre japonaise qui s'appelle le Genji Kuyo, l'offrande au prince Genji, où l'on voit la romancière apparaissant comme fantôme, n'est-ce pas, pour participer à un rite en l'honneur de son héros, en quelque sorte. Et dans cette pièce de théâtre, qui est assez tardive, qui date du XVe siècle, on identifie, c'est pour ça que je vous parlais des bodhisattvas tout à l'heure, on identifie Murasaki Shikibu, la romancière, à la déesse Kuan Yin, donc c'est-à-dire au bodhisattva Avalokiteshvara, qui est l'une des grandes figures du bouddhisme d'Extrême-Orient. Alors, vous voyez, à l'époque vers l'an 1000, l'une des grandes images, l'une des grandes représentations, l'une des grandes visions du monde bouddhique japonaise, c'était ce qu'on appelle la terre pure. La terre pure, c'est-à-dire que nous avions un autre Bouddha qui s'appelle Amida en japonais, qui avait fait le vœu d'accueillir tous ces croyants dans son paradis, et vous voyez en bas, vous voyez au dernier niveau, c'est une espèce d'immense lac avec des fleurs de lotus où pour faire court, les âmes des défunts apparaissent et s'installent sur ces lotus où ils vont rester dans une sorte d'éternité qui est quasiment le nirvana. Donc c'était vraiment cette époque d'équilibre où la terre pure prédomine. D'un autre côté, vous aviez aussi les visions horrifiques puisque le bouddhisme avait toute une vision des enfers et des paradis. Alors la terre pure était le paradis, vous aviez aussi les enfers, dont je vous donne ici un exemple tout à fait typique. Alors, vous voyez, nous étions donc dans cette époque d'équilibre. Tout cela est très rapidement dit, bien sûr. Nous étions dans cette époque d'équilibre qui a perduré jusqu'au, là aussi, je trace le trait en gros, jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle apparaît, d'ailleurs par émulation à l'égard des grands philologues spécialistes du confucianisme et du bouddhisme, il y en a au Japon, et le grand ancêtre de tout ça est un philologue du XVIIe siècle qui a beaucoup travaillé sur le bouddhisme et a aussi travaillé sur les textes anciens japonais. Et donc c'est ce que j'appelle la philologie nationale, qu'on peut traduire aussi par les études nationales, kokugaku en japonais, littéralement les études du royaume, les études du pays, où toute une école va vouloir revenir aux sources du Japon, par-delà le bouddhisme, et revenir aux deux écrits dont je vous ai parlé tout à l'heure, les deux écrits mythologiques de 712 et de 720. Souvent, ils sont passés par le roman du Genji, qui est aussi l'un des monuments de la littérature japonaise, de langue japonaise. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est très embêtant, c'est qu'il est truffé de bouddhisme. Et l'une des actions de ces philologues, ce sera de montrer que le Genji, en fin de compte, n'est pas si bouddhique que ça. Et pour montrer cela, ils vont revenir aux textes antérieurs et essayer de montrer que le Japon peut se passer du bouddhisme pour montrer son originalité, sa
supériorité, il faut dire que c'est bien ce qui est en jeu à l'époque, puisqu'il y a quand même un jeu politique international qui commence à se faire jour. Et d'abord, je vous donne ici le portrait de l'un des principaux protagonistes, qui est Motoori Norinaga, qui est très connu en Occident, qui est de 1730-1802, n'est-ce pas, qui lui a commencé par des études sur le Genji Monogatari, où il a essayé de montrer que le Genji est un livre amoral et non pas immoral, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même, si vous lisez le Genji, vous verrez que c'est largement des histoires d'adultère et voire de viol et de repentance, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Et bien, il va montrer que c'était pas du tout, il n'y avait pas du tout un message bouddhique derrière, ce qui est quand même allé un peu à l'encontre de l'évidence, et que c'était justement pour montrer que la voie du Japon, n'est-ce pas, la voie des dieux était par-delà le bien et le mal. C'était une sorte de dynamique qui dépassait la morale. Et on pouvait retrouver cette dynamique en étudiant à fond la vieille langue japonaise qui n'était pas encore, selon eux, contaminée par le chinois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après lui, après Motoori Norinaga, va venir Hirata Atsutane, donc, qui lui est beaucoup plus tardif. Il est né en 1776, il est mort en 1843. Vous voyez, 1843, c'est quelques années avant l'époque Meiji, n'est-ce pas, le Meiji qui commence en 1868. Donc, c'est l'extrême fin de la pensée japonaise, à peu près indépendante. Vous allez voir qu'elle n'est pas si indépendante que ça. Et Atsutane, donc, va aller beaucoup plus loin que Norinaga pour montrer que le Japon propose une vision du monde qui se suffit à elle-même et pour laquelle on n'a pas besoin du Japon, de la Chine pour s'appuyer. Et il n'avait pas été le disciple direct de Norinaga, mais je vous donne cette très belle illustration. Il dit il avait reçu l'admission de Norinaga, de son maître, en rêve, n'est-ce pas? Et c'est l'illustration du rêve où Norinaga, debout, confère à Atsutane l'autorisation, la reconnaissance comme disciple officiel, un peu évidemment ce qu'il a défrisé pas mal des vrais disciples de Norinaga, mais enfin ça c'est autre chose. Et Atsutane va donc à partir de cela présenter une critique systématique et très très mordante et très drôle aussi du bouddhisme. Il faut lire les conférences qu'il faisait à ses disciples, n'est-ce pas? Ses disciples ces conférences sont rédigées dans un japonais tout à fait moderne. Ces livres plus théoriques sont en japonais classique, pas en chinois classique. On est passé du chinois classique au japonais classique. Ça, je reviendrai très légèrement demain. Et il fait des descriptions mordantes et très drôles. Par exemple, j'ai fait exprès de vous montrer ces visions de la terre pure où les âmes, si vous voulez, des défunts trouvent place sur les lotus dans le lac au pied du Bouddha Amida, et lui demande, mais alors qu'est-ce qui se passe quand on éternue sur ces lotus? On tombe à l'eau, et si on tombe à l'eau, on se noie. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire se noyer dans la terre pure, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se réincarne, etc. Enfin, tout est et puis il y a parfois des indignations extraordinaires. Et il donne par exemple une histoire qui était assez connue par ailleurs. Vous savez que donc dans le Shinto, les arbres sont sacralisés en quelque sorte, surtout lorsque c'est dans l'enceinte des sanctuaires, et il fallait faire un temple bouddhique de la terre. Et pour faire la poutre maîtresse du temple, on avait besoin d'un arbre, d'un de ces arbres cryptomères qui sont très très droits, n'est-ce pas? Et les croyants avaient demandé la permission au prêtre shinto du coin, qui avait bien sûr refusé, et qui n'est pas question de toucher à mes arbres. Et un couple particulièrement dévots, de bouddhistes dévots du coin, n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de se pendre
aux branches du plus bel arbre, parce qu'évidemment, dans le Shinto, la mort est la souillure par excellence, n'est-ce pas? C'est pour ça que ce refus de la mort. Donc, l'arbre ayant été souillé par la mort de ses croyants, on a donné la permission de l'abattre et de faire. Alors, Hatsutane donne libre cours à son indignation, vous vous rendez compte à quel point. Mais il se trouve dans une aporie là, assez délicate. Il comprend bien que pour se débarrasser de l'influence continentale chinoise, il faut aussi se débarrasser du bouddhisme. Mais le bouddhisme, comme il le montre avec indignation, mais en même temps vérité, le bouddhisme est profondément ancré dans la mentalité des gens. Et pourquoi est-il si profondément ancré? Parce qu'il donne une vision de l'autre monde tout à fait cohérente, intéressante, je ne sais pas, mais ce futur, n'est-ce pas, cet avenir et ce futur qui est la marque du bouddhisme, la réincarnation, si l'on veut, mais donne aux gens un but dans la vie. Or, le Shinto, comme je l'ai dit, Norinaga le dit lui-même, pourriture et obscurité. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et je simplifie grandement, mais d'abord, Hatsutane va trouver des textes chrétiens traduits rédigé en chinois classique au début de l'époque des Ming, en particulier par des missionnaires comme Matteo Ricci, etc., qu'il va lire en chinois classique, dans la langue. Il connaissait très bien le chinois classique, bien sûr, qui va lui donner un intérêt, qui va lui montrer qu'il peut exister d'autres visions du monde non bouddhiques, mais tout aussi intéressantes, et lui va s'employer à trouver quelque chose qui puisse être appliqué au japonais. Alors il va trouver une méthode expérimentale. Il avait écrit un livre déjà sur lequel je ne reviendrai pas, où il montrait ses idées de l'autre monde. Je voudrais quand même vous montrer, vous voyez, voici une vision du Japon selon Hatsutane, n'est-ce pas? Le Japon est la partie médiane du monde. Alors vous voyez, il y a le grand empire, le céleste empire japonais au milieu, puis des deux côtés étrangers, n'est-ce pas? L'étranger. Donc c'est en quelque sorte le renversement de la vision chinoise, où la Chine est le pays du milieu et le Japon est une petite une perle d'île aux confins du monde. Donc, ça c'est sa vision du monde qu'il veut prôner. Et il va trouver, à partir de 1822, Hatsutane est une sorte de chercheur né, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il a une immense curiosité, il s'est intéressé à toutes sortes de choses. Il a eu une formation médicale japonaise, mais à une époque où déjà la médecine européenne avait commencé, les premiers grands traités d'anatomie et tout cela avait déjà été présenté au Japon à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Donc il va trouver en quelque sorte une preuve expérimentale de cet autre monde qu'il cherchait tant, par une rencontre providentielle. Et ce texte qu'il a écrit, qui s'appelle « Rapport sur l'autre monde » en quelque sorte, est extraordinaire parce qu'il se passe autour de 1822. À l'époque, dans la capitale, Edo, apparaît, il y avait un petit cercle de, vous savez, c'est un peu, il y avait des cercles lettrés, il y avait une vie sociale extrêmement importante avec les gens des lettrés qui se réunissaient par affinité, n'est-ce pas? Donc les philologues et les philologues nationaux autour d'Hatsutane, qui n'étaient que l'une des branches, répandent une rumeur, mais qui n'appartenait pas à eux seulement. Un jeune homme de 12-13 ans avait été enlevé par des êtres supranaturels, surnaturels, que l'on appelle les Tengu, dont je vous donne ici quelques illustrations, qui sont à peine postérieures à l'époque. Hein. Vous voyez qu'il y a des fils électriques. Donc, ce sont les Tengu des années 60, 1860 au Japon. Vous voyez, ils ont des ailes, ils transportent des choses, des médicaments ou bien des courriers. Ils ont un long nez qui est un côté un peu caricatural.
caricatural. Vous voyez un long nez que l'on peut agripper, comme dans ce... et ce sont donc des êtres qui ne sont pas des humains, mais qui habitent à l'extrémité du monde des hommes. Et ce jeune homme de 13-14 ans, Torakichi, a en quelque sorte ses entrées dans le monde des Tengu, et par le monde des Tengu, dans le monde de ce qu'on appelle les gens des montagnes, les Sanjin, et c'est là que nous retombons sur les taoïstes, qui sont des êtres humains, mais qui ont beaucoup pratiqué, et qu'ont-ils pratiqué? Eh bien, très souvent des choses très voisines des pratiques taoïstes, n'est-ce pas? Le Torakichi, le jeune Torakichi les énumère longuement, et il peut, une fois par an, en quelque sorte, il va compléter sa formation chez eux. Alors, il y a un véritable engouement dans l'Edo de l'époque, dans la capitale, le pré-Tokyo de l'époque. Torakichi est reçu dans les salons. Il était certainement un peu manipulateur et un peu faiseur, un peu une sorte de comte de Saint-Germain ou de son époque. Et puis, il dit un peu aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais il y a, ces histoires sont très intéressantes. Alors, Hatsutane décrit de façon extraordinaire sa rencontre avec Torakichi. C'est un véritable roman victorien, n'est-ce pas? On a l'impression de lire du Sherlock Holmes et Watson. C'est un de ses amis qui lui parle de l'histoire. Il se rend dans le salon que fréquente Torakichi, et puis il va lier davantage connaissance avec lui, le prendre sous sa protection, et va lui remettre une lettre aux autorités de l'autre monde, n'est-ce pas, qu'il a conservé en demandant, en priant ses autorités de bien traiter, de répondre aux questions de Torakichi qu'il va leur transmettre parce qu'il voudrait appuyer par leurs enseignements ce que lui avait déjà esquissé dans cette œuvre antérieure qui était donc plus théorique, qui s'appelait l'Auguste colonne de l'esprit. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que pendant quelques années, on va avoir, et ça sera consigné dans cette histoire dans ce rapport, étrange rapport de l'autre monde, n'est-ce pas, les réponses des dieux et les descriptions de ce monde plutôt extra-mondain plutôt que ultra-mondain, enfin, et lorsque vous lisez cela, vous voyez qu'en réalité, les éléments taoïstes sont très très présents. Et je ne vous en donnerai... Alors là, je vous donne une illustration d'un célèbre auteur, d'un peintre chinois des Ming, n'est-ce pas? Les deux d'ailleurs sont des palais des immortels, n'est-ce pas? Ça, ce sont les îles Panglai, n'est-ce pas? Qui sont quelque part dans l'océan de l'Est et qui ont un grand rôle dans la littérature japonaise aussi. Donc c'est une notion japonaise qui était déjà bien ancrée dans le Genji Monogatari dont je vous ai parlé. Et là voici quelques illustrations d'immortels chinois, n'est-ce pas? Et vous voyez ici un immortel typique chinois avec ce qu'il a derrière lui, dans son dos, cette espèce de gourde qui est à la fois un produit, un récipient qui contient des élixirs d'immortalité, mais qui est aussi un monde en petit dans lequel on peut entrer. C'est-à-dire que, et justement, la première rencontre de Torakichi, lorsqu'il nous décrit, c'est avec un médecin errant dans l'Edo de l'époque, qui lui aussi a sa cruche d'immortalité dans laquelle il peut entrer. Et donc c'est un élément taoïste chinois tout à fait important et fondateur. Donc on voit que tout en voulant sortir de l'influence chinoise, Hatsutane en réalité la remodèle dans un contexte japonais. Il sort les immortels du contexte chinois pour les mettre dans l'orbite japonaise et pour en faire des gens beaucoup plus proches
puisque les immortels chinois ne veulent rien, les immortels de chinois n'ont rien à faire avec les mortels, justement. Mais là, Torakichi les met en quelque sorte en communication, et ça peut aller très loin. Je vous donne simplement cette petite illustration pour un peu la fin. Il y a une technologie des immortels, des êtres des montagnes, et par exemple, Atsutane nous donne cette illustration d'un fusil. Vous savez que les fusils sont arrivés au Japon au XVIe siècle, n'est-ce pas? Ils étaient fabriqués dans l'île de Tanegashima, donc le vieux mot pour fusil, c'était Tanegashima, et ils ont été d'ailleurs pratiquement reproduit tel quel pendant des générations. Et là, les immortels, les êtres des montagnes japonais ont apporté des améliorations techniques, puisqu'il s'agit d'un fusil à pompe, à air comprimé, n'est-ce pas? C'est dans la légende, n'est-ce pas? Le fusil n'est pas avec de la poudre, comme il dit, n'est pas avec du salpêtre, comme les fusils normaux, mais avec à air comprimé. Et il montre la façon dont il faut manipuler la crosse pour envoyer l'air, n'est-ce pas? Donc vous voyez que par le biais de cette remodélisation de vieilles traditions japonaises, Atsutane a voulu se débarrasser de l'héritage bouddhique avant tout. Vous voyez que le fait qu'il ait privilégié le taoïsme montre encore une fois que c'est le bouddhisme qu'il avait dans le collimateur, parce qu'il savait très bien que le bouddhisme était le ciment idéologique qui reliait le Shinto et la pensée, la culture japonaise d'un côté, la civilisation chinoise de l'autre. Et c'est l'un de ses premiers. C'était sa première cible. Ça a marché si bien que lorsque l'on est arrivé à la modernisation de Meiji, n'est-ce pas, ce que j'appelle, vous savez, c'est pas une révolution, c'est pas une restauration, je l'appelle la refondation de Meiji. Bon, chacun ajoute son. La refondation de Meiji, ça a commencé parce que mon confrère et ami, collègue et ami Alain de Grappard appelait la révolution culturelle de Meiji, n'est-ce pas? C'était la révolution, la campagne anti-bouddhique des années quasiment, en tout cas entre 1870 et 1873, 15, se sont déchaînées des persécutions. Alors il n'y avait pas mort d'homme, mais on rendait la vie impossible aux moines bouddhiques, on les incitait à changer d'orientation, de corporation. On a séparé ce qui était vraiment, c'est comme une opération de jumeaux siamois, n'est-ce pas? C'est-à-dire on a séparé ce qui était relié ensemble depuis plus d'un millénaire. Le temple, le sanctuaire Shinto que je vous ai montré tout à l'heure était étroitement lié au plus grand temple japonais de Kyoto, n'est-ce pas, le Enryakuji. Et on les a séparés. Bon, on n'a pas pu faire l'impossible, ils se sont quand même revenus ensemble. Mais pendant toute cette période, et c'était entièrement sur la pensée de Atsutane qu'on s'est fondé là-dessus. Vous verrez qu'il y a aussi un aspect linguistique à cette histoire dont je ferai le point de départ de la conférence de demain. Merci beaucoup.